Je laisse la place au modérateur. Très bien, merci beaucoup pour votre mot d'accueil. Eh bien, cette session, on aurait pu aussi l'appeler « Tout ce que vous avez voulu savoir sur le syndrome du défilé ». On va d'emblée commencer, pour ne pas prendre de retard, par le professeur Dominique Midy, qui va nous parler anatomie. Dominique Midy, célèbre chirurgien vasculaire bordelais et anatomiste également, qui est la personne la mieux placée pour nous traiter de cette question. Merci Dominique. Bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs, messieurs les modérateurs, messieurs les présidents. Je vais vous parler de cette zone de conflit. Alors c'est une zone de conflit anatomique et qui est également une des principales sources de conflits juridiques pour le chirurgien vasculaire. Et donc ce que l'on donne le conseil que l'on donne à nos élèves qui vont s'installer en ville, dans leur première installation, c'est surtout de ne pas commencer par le syndrome du défilé de la femme, de l'avocat, du notaire ou du pharmacien, mais de commencer peut-être par autre chose que cette région qui est un petit peu compliquée. Alors cette région, elle est un petit peu compliquée car il y a dans ce défilé cervico-thoraco-brachial qui, comme son nom l'indique, est à la réunion entre la base du cou, entre l'épaule et le membre supérieur et la cavité thoracique, il y a un certain nombre de zones de compression, on va y revenir tout à l'heure, zones de compression au niveau des scalènes, de ces muscles scalènes antérieurs et postérieurs, où passent les plexus, le plexus brachial et l'artère. La veine passe devant le scalène antérieur, c'est important. Et puis après, il y a la pince costo-claviculaire. Et puis après, le tunnel du petit pectoral. Ruben nous a montré un cas clinique tout à fait intéressant hier. Et puis le bio-huméral également. Alors, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce conflit? Il y a des explications au conflit. Alors, on n'a pas été tout à fait capable, l'hominidé, lorsqu'il s'est mis en position érigée, en érection, tout bien tout honneur, en érection, pour avoir l'appréhension, pour voir, pour écouter, il s'est redressé la tête. Il a modifié la position de ses épaules. Les épaules chez les quadrupèdes sont collées au thorax, les omoplates sont collées au thorax, elles sont assez hautes, elles sont presque cervicales. Le diamètre thoracique, il est plutôt antéro-postérieur et chez l'homme, il devient surtout transversal. Il y a donc une modification pour libérer le membre supérieur. Le propre de l'homme, c'est l'appréhension, c'est le membre supérieur et la liberté de la main qui commence par la liberté de l'épaule. Alors, on n'a pas été très bien adapté à cette modification. Voilà, sur un gorille, ici, c'est chez les grands singes, la position de cette épaule, vous voyez, qui est en position cervicale. Et puis, progressivement, la courbure nucale va se verticaliser et l'épaule va descendre. L'omoplate va descendre. Il va y avoir une rotation postérieure de la scapula et de l'omoplate. Et l'ontogénèse, c'est un résumé de la phylogénèse, l'évolution des différents stades de la vie chez l'homme résume l'évolution phylogénétique. Alors, cette scapula est représentée ici, vous voyez, tout à fait sagittale, tout à fait latérale, et elle redevient postérieure avec une scapula qui va progressivement descendre et devenir postérieure. Et parallèlement, la liberté de ce membre supérieur va s'associer à un mouvement d'abduction, un mouvement de supination, comme si l'homme était un peu fait pour embrasser en plus de prendre. Alors, ceci est parallèlement s'associe à des modifications des éléments neurologiques. Les éléments neurologiques dans l'épaule primitive, on va dire, ils sont assez horizontaux et ils sont assez directs puisque la scapula est antérieure. On passe entre les scalènes antérieurs et moyen assez verticalement, tandis que lorsque l'épaule part en arrière, la scapula en arrière, la clavicule aussi qui est un peu le propre de l'homme, il n'existe pas beaucoup d'animaux, et bien tout ça va faire que les racines nerveuses vont se couder. Ici, on a un défilé des scalènes avec les trois troncs du plexus brachial et vous voyez qu'il y a une courbure, il y a une élongation, une source de conflit. Tout ceci est explicable. En dehors de cette anatomie un peu particulière, et on n'était pas fait pour ça, il y a des anomalies osseuses qui peuvent exister, des côtes surnuméraires qui sont des côtes cervicales, en général C7, plus ou moins complètes, de différents types, et qui vont pousser entre le scalène antérieur et le scalène moyen et comprimer l'artère et comprimer les racines nerveuses du plexus brachial. En dehors de ces anomalies osseuses qui sont assez connues, et il y en a
ici pendant ce congrès, j'en ai vu hier soir, mais je ne dirai bien sûr pas qui, le secret professionnel. Il y a des anomalies ligamentaires, car, et ça on les voit moins bien, on le connaît un peu moins bien, là, on a la plèvre à ce niveau-là, sous la première côte, la plèvre, et la plèvre, elle est suspendue. Elle est suspendue par un certain nombre de ligaments qui peuvent être plus ou moins complets, plus ou moins variants, plus ou moins importants, et elle est comprimée dans cet espace prescalénique, le défilé, avec un certain nombre d'anomalies de ces ligaments. Et enfin, il y a des anomalies donc osseuses, ligamentaires, et des anomalies musculaires. Il y a des muscles supplémentaires anormaux. Que sont les scalènes? On n'est pas tout à fait tous d'accord là-dessus. Les muscles scalènes sont peut-être des muscles inspiratoires. C'est des muscles inspiratoires accessoires et il peut y avoir 2-3 scalènes et avec, vous ne les voyez pas très bien, c'est des images de dissection, entre le scalène antérieur et le scalène moyen, des muscles supplémentaires, le petit scalène et quelquefois des fibres appelées les fibres de Ross. Il y a un certain nombre de types de fibres interscaléniques qui viennent compléter, comprimer cette anatomie. Alors on va, si vous voulez, maintenant qu'on a mis en place un peu cette région et l'explication un peu potentielle des conflits, voir les différents défilés. Alors, le défilé prescalénique, il est situé en avant des scalènes, le défilé scalénique, intercostoscalénique, costoclaviculaire et le biohuméral que je vous ai décrit tout à l'heure. On verra l'anatomie et les sources de conflits par les variations anatomiques que l'on a vues. Alors, tout d'abord, le défilé prescalénique, il est avant le scalène antérieur, devant le scalène antérieur, entre la face interne de la première côte et la face supérieure de la première côte et de la clavicule, la face interne de la clavicule. La veine peut être comprimée. La veine peut être comprimée par un certain nombre d'éléments. Je vous en ai parlé, ces ligaments suspenseurs de la plèvre avec un certain nombre d'anomalies que l'on peut voir au niveau de la première côte, au niveau de ces ligaments ou au niveau de ce dôme pleural qui peuvent comprimer la structure veineuse. Le défilé prescalénique, c'est la veine. L'artère, elle est derrière, elle est dans le défilé intercostoscalénique, entre le scalène antérieur et moyen. Vous avez ici le passage scalène antérieur et là avec le phrénique, l'artère et les racines nerveuses qui sont situées au-dessus, un peu quelquefois en arrière, dans cette zone. Ce défilé interscalénique peut être, ici qu'on voit bien avec l'émergence des racines nerveuses, le scalène antérieur et le phrénique, les troncs. Alors il y a des plexus préfixés, post-fixés en fonction du niveau de fusion des racines nerveuses qui agissent sur la mobilité, mais cette coupe anatomique est très intéressante. Vous voyez sur un corps donc, qui avait été congelé, cette coupe qui passe par le défilé, scalène antérieur, scalène moyen, et ici les troncs supérieurs, moyens et inférieurs, et l'artère. Vous voyez que cet espace entre le scalène postérieur, moyen et antérieur est un petit espace. Et je rappelle que la veine est devant. Ne parlons jamais de compression veineuse dans le défilé des scalènes. C'est vraiment une hérésie. Alors, il y a dans cette région intercostoscalénique, dans le triangle des scalènes, un certain nombre d'anomalies. On a vu, il y avait des fibres musculaires anormaux, des petits scalènes, etc. Ce dessin est un peu sépia, un peu ancien, mais il est de Ross, et Ross est un des maîtres de cette région qui a beaucoup expliqué les anomalies et variations anatomiques, et puis les voies d'abord et les bases des interventions chirurgicales de libération de ce défilé, qui n'appartient pas aux propos qui m'ont été confiés. Dans ce défilé interscalénique, les anomalies osseuses, les côtes surnuméraires, elles sont plus ou moins complètes, elles peuvent comprimer les artères. Les côtes surnuméraires, ici typiques, avec une insertion d'une côte surnuméraire sur la première côte, et bien sûr qui fait un bio qui surélève les racines nerveuses et les artères. Ensuite, le troisième défilé, c'est le canal costoclaviculaire, donc avec un secteur médian, la veine, un secteur latéral, les nerfs et l'artère, et le tout est bridé en haut par le muscle sous-clavier, subclavier, qui va du bord inférieur de la clavicule jusqu'au niveau du sternum ici et qui fait vraiment un billou, un couperet, à la fois sur la veine, sur les racines nerveuses et sur l'artère. Ce défilé costoclaviculaire, en dehors des hypertrophies de ce muscle subclavier, il peut être comprimé par des pseudarthroses, par des fractures, bien sûr, qui peuvent comprimer, des pseudarthroses ou des calvicieux hypertrophiques sur des fractures de clavicule.
Le tunnel du petit pectoral, il est plus anecdotique, entre guillemets, mais il existe. On en avait vu un cas hier. Les vaisseaux passent, l'artère en particulier, sous ce tunnel du petit pectoral qu'il faut sectionner pour libérer à la fois l'artère et les racines nerveuses. Il peut y avoir des muscles anormaux, des trousseaux fibreux anormaux également qui compriment. Le bio-huméral, il est sur la tête de l'humérus dans les mouvements d'abduction forcés où il y a également un bio et cette compression anatomique peut également être favorisée ici par l'existence de muscles anormaux, un muscle surnuméraire, le muscle axillaire de Langer qui a fait couler quelques encres anatomiques. Voilà, donc quand on dit qu'il y a un patient est porteur d'un syndrome du défilé, oui, c'est un ensemble de signes cliniques qu'on va revoir tout à l'heure, mais la localisation anatomique de la zone de compression est extrêmement difficile et souvent difficile a priori à identifier. Et c'est pour ça qu'on a pour longtemps proposé des interventions un peu à minima, qui étaient l'escalénectomie pour libérer, pensant que c'était un défilé d'escalène, on libérait que le défilé d'escalène. Il y a eu beaucoup de récidives et on expliquera par cela le fait que l'intervention de base actuellement, qui vous sera expliquée tout à l'heure, c'est la résection de la première côte, parce que la première côte est l'élément compressif commun à l'ensemble des défilés, au moins aux défilés principaux, qui est le défilé d'escalène et la pince costo-claviculaire, qui sont les deux éléments le plus souvent en cause dans ce syndrome du défilé. Voilà ce que je voulais vous en dire. On m'avait demandé de vous parler des sports qui sont contre-indiqués. Eh bien, toutes les positions qui vont entraîner la contraction des scalènes à l'inspiration, la ptose de l'épaule, le port de charge lourde sont des éléments qui vont... j'ai encore donc une minute, qui vont augmenter cette zone de compression, la musculature hypertrophique et les antécédents de traumatisme. Donc il est évident que tous les sports de lancer, tous les sports de rétropulsion de lancer, la natation, le basket, les sports qui entraînent une hypertrophie musculaire, l'haltérophilie, le bodybuilding, et puis la compression directe, le sac à dos. On a tous vu des phlébites d'effort après port de sac à dos sur des randonnées en montagne. Les quelques secondes qui me restent vont permettre de conclure que l'érection vaut bien quelques effets collatéraux et tout ceci est la faute à notre fonction érigée. Merci pour cette présentation et cette conclusion qui va nous permettre de réfléchir un petit peu au sens de la vie. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire concernant cette présentation ? Dominique, donc tu nous as montré les facteurs finalement extrinsèques qui allaient contraindre le paquet vasculo-nerveux. Est-ce que il y a des travaux anatomiques sur la mobilité de l'artère sous-clavière? En d'autres termes, est-ce qu'il y a des zones fixes ou plus mobiles que d'autres dans son trajet? Oui, alors, lorsque l'artère sous-clavière, dans sa partie initiale, est fixée par ses collatérales, la thoracique, la vertébrale, etc., elle est peu mobile, mais cette artère, après, a une réserve d'allongement, justement, pour s'adapter à l'allongement que nécessite l'abduction. Il y a une réserve d'allongement dans la partie après la naissance des gros vaisseaux, donc vertébrale, tronc cervico-scapulaire et thoracique interne, où après, il y a moins de vaisseaux. Les premiers vaisseaux après, c'est le début de l'artère axillaire. Oui, Carmine. On parle des anomalies transitionnelles de la charnière scapulaire. Tu as cité la première côte. L'apophysomégalie C7 a souvent été un petit peu incriminée, sans qu'on puisse effectivement faire grand-chose dessus, parce qu'on ne peut pas agir directement, mais on pense qu'il y a des arcs, un peu des bandes tendineuses qui vont s'insérer sur soit la côte surnuméraire, soit la première côte. Est-ce que dans ton expérience d'anatomiste et de chirurgien, c'est quelque chose que tu as vu souvent ou c'est plutôt anecdotique? Alors, on ne retient à mon sens l'indication d'un traitement d'une apophysomégalie C7 que pour les formes neurologiques hautes, C5, C6, très hautes.
Et effectivement, pour l'apophysomégalies, c'est un peu comme des premières côtes incomplètes. Quelquefois, il y a au bout de cette apophysomégalie, qui est peut-être une côte surnuméraire qui ne s'est pas totalement développée, il ne faut pas se fier à la radio où on a l'impression que ce n'est pas très important. Et souvent, dans les côtes en particulier, surnuméraires, il y a un tractus fibreux, comme tu l'as dit, qui va jusqu'au niveau de la première côte et qui est l'élément traumatisant plus que l'apophysomégalie elle-même ou la première côte incomplète. Merci. Est-ce que le niveau de compression, si tu le détermines, peut avoir une conséquence sur la stratégie de ta voix d'abord ? Oui. Si on a une forme, en gros, je pense qu'il y a la symptomatologie est essentiellement neurologique, mais il y a deux types de formes. Je veux dire, il y a les formes neurologiques hautes, les formes neurologiques basses et artérielles, et les formes veineuses. Une forme veineuse simple, pour moi, par exemple, justifie simplement une voie sous-claviculaire, une résection de l'arc antérieur. Et je peux répondre quand même. C'est la politesse de répondre, monsieur. L'escalier s'est déplacé quand même de métropole. Et donc, s'il y a une compression isolée de la veine, une voie d'abord sous-claviculaire est nécessaire. Pour les formes neurologiques hautes, une voie sus-claviculaire. Pour les formes neurologiques basses et artérielles, peut-être une voie de Ross, grossièrement. Mais effectivement, ça peut. Mais plus que la localisation clinique. Plus qu'à l'iconographie. À l'iconographie, on a l'impression que ça coince au scalène, dans la pince costo-claviculaire. C'est très difficile, je trouve, d'être sûr de la localisation de la compression. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir pour la qualité de votre intervention.